vient parler vélo, on vient parler cyclisme, le 388e épisode du Coup Tordu. Content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et il y a des previews. Alors je vous retrouve en solo pour ce 388e épisode. On est en train de vous préparer la fin d'année avec Thibaut et Enzo, la grande période des interviews qui va débuter alors pour la suite des podcasts. Alors là, on se retrouve pour la preview du Giro del Veneto qui a lieu ce mercredi 15 octobre 2025, une épreuve qui est autorisée en France. Elle fait partie de ces fameuses épreuves supplémentaires que l'ANJ a autorisées en France. Notez qu'il reste encore 2 épreuves qui sont pariables. On est à la mi-octobre. Habituellement, la saison est pliée depuis quelques jours, mais là, c'est pas encore le cas. Il restera la Japan Cup Road Race qui a lieu samedi ou dimanche, et idem pour la Veneto Classic. Ne pas confondre la Veneto Classic et le Giro del Veneto. Ce seront les 2 dernières épreuves qui seront pariable en ANJ pour cette année 2025. Alors, je suis pas sûr de vous faire des podcasts pour ces 2 dernières épreuves. Là, on est en train de vous préparer un petit peu la période des interviews. Notez que vous aurez également un épisode pour le tracé du Tour de France 2026 qu'on va avoir d'ici quelques jours. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, je fais un petit big up à nos amis d'ASO parce qu'il y a quelques semaines, quand vous allez sur le site d'ASO et si vous avez un rapport avec le milieu du cyclisme, vous pouvez faire ce qui s'appelle une demande d'accréditation pour assister à la grande présentation du Tour de France. Et moi, je me suis dit, bon, allez, le Coup Tordu, quand même, on est sur notre 4e saison, on a fait Eurosport, on a interviewé quand même pas mal de personnalités dans le monde du vélo, on est le 4e, 5e podcast de cyclisme le plus écouté en France, en tout cas en plateforme audio, sur les plateformes de podcast. On a quand même une petite communauté, un peu plus de 11 000 personnes sur TikTok. D'ailleurs, je me demande si on fait pas partie en tout cas, on est dans les comptes vélo, qui sont plutôt suivis. Bon, il y a un peu plus de 1000 sur Insta, 3000 sur Twitter, sur Facebook. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. Voilà. Donc, vous avez un petit formulaire à remplir. Donc, j'ai fait ça début septembre. Voilà, vous expliquez un petit peu ce que vous faites et vous laissez vos coordonnées. Voilà, pour être recontacté, pour avoir juste une petite accréditation, pour aller au Palais des Congrès, assister à la présentation du Tour de France. Bon, on est 1 mois et demi plus tard. Je n'ai absolument eu aucune nouvelle. Visiblement, pour les amis d'ASO, le Coup Tordu pouait un peu de la gueule, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Moi, j'ai une mémoire, en tout cas, et voilà, je sais, voilà, ceux qui sont là avec nous dès le départ, et voilà, et je m'en souviendrai, parce que voilà, on se projette sur l'avant, ça mettra du temps, mais je le dis, je le redis, un jour, le podcast, le Coup Tordu sera le premier podcast de cyclisme en Europe, et voilà, on va mettre quelques années, mais on va y arriver. Pour l'instant, on est absolument dans tous les objectifs qu'on s'est fixés depuis le début du podcast. On va fêter les 3 ans du podcast et on va attaquer bien évidemment tous ensemble la 4e saison. Au niveau des interviews, je vous ai déjà annoncé les premiers 20 invités. Il y aura Francesco, célèbre manager de Side Limit, qui a un petit peu défrayé la chronique en cette nouvelle saison. Il est arrivé dans le jeu il y a quelques mois, il a cartonné instantanément tout de suite. Corentin Denoli, tennisman, qui est classé au-delà de la 300e place mondiale, qui est un grand fan de cyclisme. On parlera vélo avec lui, on parlera de sa vie de joueur de tennis, et puis on parlera également cyberharcèlement au niveau des paris sportifs sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça c'est prévu, et puis voilà, il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer, qui sont en train de se caler. Je vous reparlerai de tout ça bien évidemment dans les jours qui viennent. Allez, on attaque le podcast actualité vélo. Moi je vous le dis, clairement déjà, voilà, je suis là aussi pour vous faire partager un petit peu mes sentiments et mes ressentiments dans le podcast. Guillaume Desgradia, moi j'arrive pas à décrocher. Je sais pas vous, mais je ne décroche pas. Allez, il y a pas 10 minutes où je pense pas à lui, quoi. C'est ça, il y a pas de mots, évidemment, mais voilà, voilà, mentalement ça décroche pas. Là, je pense que voilà, il y a pas grand chose à faire. Mais Guillaume était parti d'Eurosport, je continue à vous parler de lui, et tant que le Coup Tordu existera, je vous parlerai avec Thibaut, avec Enzo. Voilà, on vous parlera, on a échangé, on a discuté avec Guillaume. C'est encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est faire communier absolument tout le monde autour du sport et autour du cyclisme, du public aux coureurs, aux
aux consultants, aux créateurs de contenu. Donc voilà, c'est considérer que tout ça, ça fait un tout et une seule et même entité, et c'est cet esprit voilà qu'on continuera de défendre à notre niveau, en tout cas dans le coup tordu. Je voulais qu'on fasse, juste avant la preview du Giro del Veneto, je voulais qu'on fasse un petit point sur le classement UCI, parce que ça y est, on approche, ça y est, c'est la fin de cette fameuse... comment on peut appeler ça, 3 années, trizaine annuelle, allez, on va appeler ça comme ça, 2023-2026. Donc on va connaître les équipes qui montent en World Tour et les équipes qui vont descendre en Pro Team. Bon, à ce niveau-là, il n'y a plus trop de suspense. On sait que Lotto et Israël vont monter en World Tour l'année prochaine et que Arkea et la Cofidis vont descendre. Alors bien évidemment, il y a des fusions, il y a des équipes qui disparaissent. Et moi, je me suis amusé à faire quelques projections sur les grands tours en 2026, sachant que généralement, on se plante pas trop. Rappelez-vous, dès juillet 2024, quand il y a des rumeurs qui annonçaient Julien Alaphilippe à la Tudor, dès juillet 2024, 3-4 mois avant tout le monde, je vous avais annoncé la Tudor sur le Tour de France 2025, ce qui paraissait pas complètement ahurissant, mais qui n'était pas vraiment dans les plans de l'époque. Donc, on va faire un petit point sur ce qui se passe. Donc, le classement UCI, c'est quasiment terminé sur les 3 années. Donc, il y a le classement en cours 2023-2026. Il y a aussi le classement 2026 pour les 3 premières équipes Pro Team qui vont avoir accès aux 3 grands tours et aux plus grandes courses du monde en 2026. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux grands tours. Donc, s'il y a la fusion entre Inter et Lotto, et la fusion est en train de prendre forme, apparemment il y a pas mal de gens chez Lotto à qui on avait promis des postes qui sont en train de se faire virer. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est Inter qui est véritablement en train d'absorber la Lotto. On sait que Stéphane Delot a plié bagage, donc c'est Jean-François Bourla qui va récupérer les rênes du truc. Donc en gros ça va être Intermarché avec Arnaud Delis et quelques gros coureurs de la Lotto en plus. Mais au niveau du pôle sportif, j'ai plutôt l'impression que c'est Intermarché qui sort gagnant de cette fusion. Donc fusion entre les deux équipes, donc ça libère une place en World Tour, donc la 19e équipe World Tour sur le classement 2023-2026, c'est clair, c'est UNOX. Donc UNOX, si la fusion est confirmée, UNOX va monter en World Tour. En même temps, c'est mérité. UNOX qui aura accès au Grand Tour qu'on va voir l'an prochain pour la première fois sur le Giro et sur la Vuelta. Donc ça, pour moi, c'est quasiment acté. Ensuite, on va aller sur le classement Pro Team, le classement des 3 équipes, si vous voulez, Pro Team, les 3 premières équipes qui en 2025 vont finir première, deuxième et troisième, et qui vont avoir elles aussi accès aux 3 grands tours. Alors, il y a 2 équipes pour qui c'est plié, c'est la Tudor et Q36.5. Ça, c'est fait. Vous aurez à nouveau la Tudor l'an prochain sur le Giro, sur le Tour de France. La Tudor va disputer sa première Vuelta, et Q36.5 qui cette année a fait à la fois le Giro et la Vuelta, Q36.5 de Tom Pidcock va débarquer pour la première fois sur le Tour de France. Ensuite, il y a une bataille. Et c'est ultra méga serré pour le dernier ticket entre la Total Energy et la Cofidis. Ça se joue vraiment, moi quand j'ai regardé avant-hier, il y avait 1 point d'écart entre les 2 équipes. Donc vous comprenez pourquoi on va jusqu'au fin fond de l'Asie pour essayer de gratter des petits points UCI à droite à gauche, parce que ça peut véritablement avoir des conséquences. Si on se projette sur le Giro, donc sur le Giro, c'est assez simple. On peut imaginer que la Bardiani et la Polti auront à nouveau leur wildcard, et ensuite, ou la Total ou la Cofidis pour les rejoindre sur le Giro. Si la Cofidis arrive à gagner son ticket sur le terrain, je pense qu'il n'y aura pas de problème, la Cofidis sera sur le Giro. En revanche, si c'est Total Energy, pour moi la Total Energy n'a pas forcément l'effectif pour courir 3 grands tours en 2026. On avait déjà eu le cas il y a quelques années où Jean-René Bernaudot avait renoncé à la participation de la Total Energy sur le Giro. Donc, est-ce on sait qu'à la Total, on tourne plutôt sur un effectif de 25-26 coureurs. Pour moi, ça paraît un petit peu juste, même s'il y a de la qualité dans l'effectif. C'est pas du tout le problème. Je pense que c'est plus une question de nombre. Alors, est-ce que à la Total, on va vouloir absolument aller sur le Giro? Je suis pas sûr. Ça pourrait libérer une place pour la Vini Fantini, qui pour l'instant est 31e au classement World Tour à la lutte contre la Bardiani. Mais comme il va y avoir la fusion et comme il va y avoir l'arrêt d'Arkea, j'en ai pas parlé évidemment, voilà, je retire Arkea de l'équation, comme il va y avoir l'arrêt d'Arkea et qu'il va y avoir la fusion entre Inter et Lotto, donc ça fait remonter la Vini Fantini de 2 places, donc la Vini Fantini a plutôt intérêt à ce que ce soit Cofidis qui chope la dernière étape, la dernière place pour les 3 grands tours l'an prochain. Je pense que ça pourrait les qualifier pour le Giro.
On va aller sur la Vuelta. Alors, il paraît complètement acté que dans les 2 wildcards qui seront attribués sur la Vuelta en 2026, la Kern aura son ticket. Alors, vous le savez, il y a 4 équipes pro team en Espagne. On a la Kern, on a Euskaltel, on a Burgos et on a la Cara Oral. Et on fait ce qui s'appelle une tournante, c'est-à-dire 2 années c'est la Kadja et c'est Burgos, et tous les 2 ans c'est la Kadja et c'est Burgos, et tous les 2 ans c'est la Kern et Euskaltel. Donc la Kern, ça paraît acté. Le dernier ticket qui doit revenir en principe à Euskaltel, il y a problème, Euskaltel est 34e au classement World Tour. Donc même en retirant Arkea et en fusionnant Inter et Lotto, Euskaltel ne serait que 32e. Ils seront très très loin, donc pour moi Euskaltel ne sera pas dans le top 30, donc ne sera pas sur la Vuelta en 2026. Alors là, que va-t-il se passer? La Burgos ou Cara Rural pourrait récupérer un ticket, sauf si la Cofidis finit 3e meilleure équipe pro team. Dans ce cas-là, Total finit 3e meilleure équipe pro team, parce que là, je pense que Total prendra son ticket pour la Vuelta. En plus, il faudra se montrer. Ce sera peut-être encore en cours de négociation pour avoir un sponsor en 2027. Vous savez que Total se retire du sponsoring de l'équipe de Jean-René Berdodo. Donc, il y aura un dernier ticket à gratter. Donc, Burgos ou Cara Rural. Mais si la Cofidis ne s'est pas qualifiée, on sait que la Cofidis, c'est aussi un gros sponsor de la Vuelta. Ils mettent énormément d'argent dans l'histoire. Donc moi, je pense plutôt que si Cofidis n'a pas sa place sur le terrain, la Cofidis aura sa wildcard pour la Vuelta. Et on termine avec le Tour de France. Alors là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment intéressant parce que ça va bouger. Donc, pour la première fois, vous verrez Q36.5 sur le Tour l'an prochain. Donc, toujours sympa de voir de nouvelles têtes, de nouvelles équipes sur le Tour de France. Pour moi, il n'y a aucun sujet. Si vous voulez, si la Total ou la Cofidis ne réussit pas à avoir sa qualification sur le terrain, il y aura une wildcard pour l'équipe qui sera laissée sur le bas-côté. Il n'y a aucun souci. Total ou Cofidis seront sur le Tour de France l'an prochain. Mais derrière, il reste une place. Il reste un ticket. Mais il va pour qui ce ticket? Parce que là, derrière, il y a qu'une seule équipe française ensuite en pro team. Alors, à moins que, comme le Tour débute de Barcelone, du côté de l'organisation du Tour de France, on décide, je sais pas, de prendre la Kern Pharma ou la Cara Rural qui a disputé le Tour de France il y a très très longtemps. Moi, j'y crois pas du tout. Clairement, les Rockets, les TDT, moi je comprends le move de Dylan Groenewegen chez les TDT Unibet. Faut se rendre compte quand même de l'histoire de cette équipe, née de l'idée d'un YouTuber. Ils sont passés en Conti il y a 2 ans, ils sont montés en Pro Team dès cette année d'ailleurs, et je vous le dis, je vous l'annonce, c'est moi qui vous le dis, vous pouvez le prendre comme une info, la TDT sera sur le Tour de France en 2026. Je suis en train de regarder, d'étudier tous les scénarios, je ne vois pas quel est le scénario qui amènerait à ne pas avoir la TDT, les Rockets, sur le Tour de France en 2026. Les scénarios, c'est que la fusion Inter-Lotto ne se fasse pas, ou, souhaitons-le, que Emmanuel Hubert trouve un sponsor à la dernière minute. Voilà, 2 scénarios qui sont très très peu probables, malheureusement. Donc la TDT, les Rockets seront sur le Tour de France en 2026. On enchaîne avec le marathon, le grand marathon médiatique de Paul Sexas. Alors il était absolument partout. Il était sur l'équipe, il était à Stade 2, il a fait il a fait France Inter, il a fait RMC, il a fait Grand Plateau, il a fait Moscato, il a fait Bistro Vélo. Bon, honnêtement, il manquait pas grand-chose. Je sais pas, peut-être le journal de 20h, enfin voilà, ou TPMP, enfin voilà, Paul Sexas, on l'a vu quasiment partout. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si on réfléchit dans la globalité et pour le bien du vélo, oui, évidemment, c'est bien. On va pas se plaindre que les gens parlent tout le temps de foot ou de rugby et ne parlent que de vélo au moment du Tour de France. Là, on a un garçon qui est médiatique, donc le fait qu'il soit mis en avant, bien évidemment, c'est bon pour le business, et pas que pour le business de la Décathlon, c'est bon pour l'écosystème du cyclisme tout entier. Donc ça, c'est plutôt quelque chose, si vous voulez, que je valide. Maintenant, son plan promo, très clairement, le mec, c'est Orelsan.
Mais quand je vous dis ça, je rigole pas. Je sais un plan promo, je connais le métier d'attaché de presse, je vois comment on travaille, c'est-à-dire on réfléchit à avoir plutôt des médias, enfin ils réfléchissent, hein, j'en suis pas un, ils réfléchissent plutôt à avoir des médias traditionnels, et puis ensuite on essaye de taper un petit peu tout le monde, et on termine sur un truc un peu spé. Je vous parle d'Orelsan parce qu'il va sortir un film dans 2 semaines, et vous allez voir le plan promo médiatique d'Orelsan, ça va être exactement le même, c'est-à-dire que vous allez le voir sur France Inter dans la matinale à heure de grande écoute sur la première matinale de France, et ça va se finir sur une petite interview chez Bouscapé. Donc globalement l'équivalent de Bouscapé c'est Bistro Vélo, et voilà, et puis France Inter c'est France Inter. Donc à un moment donné il y a des trucs pour parler au plus grand nombre, il y a des médias pour parler au plus grand nombre, et puis derrière on réduit la mangrove petit à petit et on se met à parler aux puristes, aux passionnés. Donc tout ça c'est très réfléchi, c'est très calculé, hein, bien évidemment tout ça c'est marketé. Alors lui dans l'exercice il est bon, il est très très bon, il est exceptionnel. On a vu un coureur français ces dernières années qui excelle aussi face aux médias, c'est Julien Alaphilippe. Après j'ai l'impression que chez Julien il y a peut-être un petit peu moins de calcul. Même quand Julien a été champion du monde, je me rappelle pas l'avoir vu faire une tournée, on va dire, aussi réfléchie, aussi marketée. Mais c'est pas grave. J'ai absolument aucun souci là-dessus. Vous remarquerez aussi que Paul Sexas, il est beaucoup plus à l'aise quand on parle de vélo, de tactique, vraiment, quand on met le nez dedans. Moi, dans Bistro Vélo, c'est là où je l'ai préféré. J'ai vraiment trouvé. Après, il a été bon partout. Donc, il a 19 ans, il sait faire. J'ai absolument aucun souci là-dessus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est pas un petit peu trop ? On l'a tous compris, hein, Dominique Serriès. Voilà, je pense qu'il y a des comptes aussi à rendre aux actionnaires. Donc en faisant ça, il dit aussi à ses actionnaires, à la famille Mullier et au SAAD, bon bah regardez, vous avez vu, hein, je travaille, hein, le petit il avance, on est au-delà des objectifs. Donc très bien, super, hein, c'est son taf. Moi j'ai pas de souci. Ils sont en train de nous vendre une très très belle histoire. Donc là, on fait connaître Paul Sexas à un public qui ne le connaissait pas. Nous, on le connaît tous. Vous, à l'écoute du Coup Tordu, vous le connaissez tous depuis des mois et des mois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, il y a toute une partie du public français qui est en train de découvrir Paul Sexas. Alors maintenant, le truc, c'est, moi, j'ai pas de problème avec ça, les gars, mais va falloir que ça marche. Dominique Serriès, les attachés de presse autour. Maintenant, vous êtes obligés. Moi, je pense que ça va fonctionner, hein. Mais si ça marche pas, vous allez vraiment passer pour des baltringues. Parce que là, vous êtes en train de vendre une histoire, vous êtes en train de vendre une très belle histoire. L'histoire, c'est quoi ? Si vous voulez toucher le grand public, bah c'est quoi ? C'est avoir un Français qui potentiellement peut gagner le Tour de France et peut battre Tadej Pogačar. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc maintenant, je sais pas si voilà, il va y avoir le résultat assez vite ou pas, mais va falloir que ça fonctionne. Sinon, on y repensera dans 5 ans, dans 10 ans, et on rigolera. Moi, je pense que ça va fonctionner. Honnêtement, je pense que ça va fonctionner. Et je pense au global qu'ils ont eu raison de faire cette approche auprès du grand public. Maintenant, je vous mets le doigt aussi sur un truc, et je vais joindre un petit peu à tout ça Paul Magnier, parce que Paul Magnier fait une saison de fou, mais de fou furieux. Et là, on a 2 gars, un qui a 19 ans et l'autre qui a 21 ans, qui globalement, chacun dans leur domaine, dans les 5 années qui viennent, si on fait le cumul des 2 pôles, peuvent dominer absolument toutes les courses du calendrier World Tour. Je dis bien toutes les courses du calendrier World Tour. S'ils sont à leur prime dans 5-6 ans, je ne vois pas quelle est la course qu'ils ne peuvent pas dominer, voire surdominer. Moi, Paul Magnier, déjà, j'en fais un candidat au maillot vert sur le Tour de France pour 2026. De manière claire, nette et précise. Paul Magnier peut gagner les Flandriennes, il peut gagner Paris-Roubaix. Si on bascule sur les Ardennaises, alors c'est que ça, je connais pas encore exactement sa résistance au lactique. Est-ce qu'une flèche wallonne c'est fait pour lui ? C'est peut-être la seule interrogation. Il a dit qu'il préférait Liège. Bon là, ils lui ont posé la question sur le monument, mais que ça soit Magnier ou Sexas, hein, le mélange des deux mondes, c'est un petit peu Milan-San Remo. Les deux peuvent être des candidats dans leur carrière à une victoire sur Milan-San Remo. Et d'ailleurs, dès 2026, un Milan-San Remo vent de face, moi je mets Paul Magnier dans l'équation sans réfléchir. Et je réfléchissais, est-ce qu'on s'est déjà trouvé en France dans la position d'avoir 2 coureurs capables de dominer le calendrier international dans les 2 registres que sont les courses à étapes et le sprint. Et ben, moi j'ai connu Bernard Hinault, si vous voulez, j'ai connu l'époque Ignon Finot, hein,
Fignon-Hinault, les années 80, quand la France dominait ça, mais à côté, la France n'avait pas un sprinter surdominant. Il y avait peut-être Jacques Esclassan, vite fait, mais globalement, au niveau du sprint, les Français n'avaient pas, c'était Sean Kelly qui ramassait tout. Après, on a eu Abdou Japarov. Enfin, voilà, vous connaissez votre cyclisme. Donc, dans les deux registres en même temps, pour moi, faut remonter à Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, André Darrigade, on n'a pas eu ça en France. Potentiellement, si jamais ça se produit, on n'a pas eu ça en France depuis 60-70 ans. Donc, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire que peut-être, je dis bien peut-être, on est peut-être à l'aube d'une période dorée, mais plus que dorée pour le cyclisme français. Va falloir en prendre conscience. Enfin, pour terminer l'actualité vélo, on va aller du côté de chez nos amis d'Ineos avec notre ami Bradley Wiggins, enfin la Sky à l'ancienne, qui va sortir son autobiographie. Alors il a l'air un peu badeux, l'ami Bradley Wiggins. Il dit que la Sky lui a balancé plus ou moins des dossiers sur la tronche pour essayer de protéger quelqu'un de plus important que lui. Alors qui serait cette personne plus importante que lui? Évidemment, il y en a qu'un seul, c'est Christopher Froome. Donc l'ethos resserre, il y a pas mal de rumeurs qui tournent autour de Fromy depuis le Tour de France sur des choses qui seraient pas claires, qui seraient pas nettes. Certains avancent même que ces Tours de France vont finir par lui être retirés. Alors moi, je vous avoue que j'en sais absolument rien. Voilà, je remonte un petit peu ce qui se lit à droite à gauche, mais ça commence quand même à prendre un petit peu de conséquences et de consistance. Alors moi, je me suis amusé à faire un petit truc. Alors j'ai pas fouillé l'intégralité du palmarès de Christopher Froome, mais je me suis dit qu'est-ce que ça donnerait au niveau du Tour de France si on retirait les 4 Tours de France à Christopher Froome, et qui se retrouverait avec un Tour de France. Et du coup, faudrait pas attendre Paul Sexas pour que la France regagne un Tour de France, puisque Romain Bardet récupérerait un Tour de France sur tapis vert. Il y aurait 2 Tours de France pour Nairo Quintana. Bon, quand on sait les dossiers que Nahiroman, alors moi je l'adore Nahiroman, mais quand on sait les dossiers qu'il a sur la tronche, c'est un peu comme si vous voulez retirer un Tour de France à Lance Armstrong pour le donner à Jan Ullrich. Alors le dernier qui récupérait un Tour de France, j'espère que vous êtes bien installé, Rigoberto Urán récupérerait un Tour de France sur tapis vert. Ça serait complètement dingue. Alors après, je sais pas où ça en est, je sais pas ce que Bradley va aller raconter dans son livre, mais lui en tout cas il l'a dit en interview, ça va finir par sortir. Voilà, ça va finir par sortir, et il y a un truc qui va sortir. Je sais pas quoi, mais pour Wiggins, il y a un truc qui va sortir. Allez, on bascule sur le Giro del Veneto. Alors, au moment où j'enregistre, il est quand même assez tard, bientôt 23h. Il y a toujours pas de cotation sur le book ref pour cette course. Alors, j'ai pas de doute sur le fait que les cotations vont arriver à un moment donné. Encore une fois, cette épreuve est pariable en France. Elle a été autorisée par l'ANJ. J'en profite pour rappeler que jouer avec excès comporte des risques. On fait du management bankroll, on ne fait pas n'importe quoi. Je vous ai mis d'ailleurs dans le lien de l'épisode le numéro de téléphone de Joueur Info Service, même si j'espère que vous n'en aurez jamais besoin. Donc on va partir sur ce Giro del Veneto. Alors moi je me disais depuis quelques semaines je réfléchissais au truc. L'an dernier victoire de Corbin Strong, il y a 2 ans victoire de Dorian Godon. C'est aussi une arrivée d'étape qu'on a vue cette année sur le Giro. Ça avait été remporté par rappelez-vous Mats Pedersen devant Corbin Strong, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai une connerie, c'était devant Wout van Aert. Voilà, on avait eu cette arrivée. Donc globalement, pour moi, c'est sprint pour coureurs forts sur des sprints entre 4 et 8%. Sauf que je ne sais pas pourquoi, ils avaient un super parcours, mais ils ont complètement changé le parcours par rapport à l'année dernière. Le parcours n'a absolument rien à voir, n'a pas grand chose à voir. Et là, je remercie Lemon Cello sur X, sur Twitter, qui m'a fait remarquer que c'était le parcours en tout cas le circuit qui avait été emprunté en 2004 pour la victoire au championnat du monde de Oscar Freire. Voilà, rappelez-vous Oscar Freire qui l'avait emporté devant Eric Zabel. Donc voilà, plutôt profil à Eric Zabel. C'était quand même un pur sprinter, C'était pas le sprinter. Enfin si, quand il était en forme, il passait plutôt bien les bosses. Mais voilà, on avait un parcours qui était plus compliqué. Ça montait, ça descendait dès le départ. L'ascension,
il l'avait prise une quinzaine de fois. Là, l'ascension, il y a une petite ascension de 4 km à 5% de moyenne qui va être gravie 5 fois. Donc, c'est moins court, c'est plus court et c'est moins dur que le championnat du monde que vous aviez vu en 2004. Alors, on a 1500 mètres de dénivelé positif. Alors attention, ces 1500 mètres de dénivelé positif, il faut les mettre en perspective, c'est sur les 80 derniers kilomètres. Donc, c'est quand même pas mal. Donc on va arriver en haut du talus, si vous voulez, et ce talus que les coureurs vont effectuer à 5 reprises, ce talus, le sommet sera jugé à 9 km de l'arrivée. Ensuite, on aura une petite descente et on aura du plat sur 3 km jusqu'à l'arrivée dans Vérone. Niveau météo, il y a quasiment pas de vent. Vraiment, le vent sera quasi nul et n'aura quasiment aucun impact sur la course. Alors, quel scénario? Bien évidemment, pour scénariser un petit peu la course, à chaque fois, on va vers les Avengers. On va du côté de la Team Emirates. Alors, du côté de la Team Emirates, on vient avec Del Toro, Covey, Morgado, Sivakov, Torres, Florian Vermersch et Tim Wellens. Alors ils vont essayer de faire péter la course, c'est sûr, ils vont essayer de durcir vu l'effectif qu'ils ont, à part Covey qui a une petite pointe de vitesse, Morgado aussi évidemment. Il n'y a pas de sprinter, si vous voulez, il n'y a pas on va dire que Jean Seb est pas là, Juan Sebastian Molano aurait pu être dans l'équation, il est pas dans l'équation, donc on vient vraiment avec une équipe pour essayer de durcir le game. Pour moi si vous voulez, le parcours est pas suffisamment compliqué pour réussir à sortir véritablement tous les sprinters du jeu. Le scénario que je vois, c'est plutôt on va dire des sprinters qui passent bien les bosses, même si l'arrivée est plate, évidemment, on va dire des sprinters qui passent bien les bosses et qui ne vont pas toxiner au moment du sprint. Si vous voulez, des purs sprinters dans l'histoire, là par exemple, on a Elia Viviani qui va jouer sa dernière course. Elia, c'est un pur sprinter. Bon, même si c'était du grand Elia Viviani, j'aurais plutôt tendance à le retirer de l'équation. Et d'ailleurs, si on prend les start list, quasiment aucune équipe, Elia Viviani est le seul pur sprinter qui est venu sur la course. Alors, on n'a pas les cotations. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner mes pronostics avec, si vous voulez, un certain pourcentage de chance pour voir, et c'est peut-être même encore plus intéressant que je le fasse comme ça, pour voir si pour vous ça sera value ou pas value. Voilà. En fait, c'est un petit peu ça l'histoire. C'est comparer les cotes par rapport au pourcentage que je vous donne. Et pour moi, dans l'équation, il y a deux noms qui se dégagent. Il y a vraiment deux noms qui se dégagent. Le premier, c'est Romain Grégoire, qui, sur sprint plat, après des parcours assez casse-pattes et assez usants, Romain Grégoire a une belle pointe de vitesse. Voilà, ça dans un petit groupe de 30-40 coureurs, surtout en ayant émoussé un petit peu tout le monde. Donc moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Romain Grégoire. En plus, il y a son frère qui va courir. On vient avec une équipe, Lorenzo Germani, Le Gac, Tom Donnerwitt. L'équipe est correcte. Alors après, il y a deux petits jeunes qui viennent de la Conti, Victoire Loulergue et le frangin Baptiste Grégoire, qui est aussi très très bon, parce qu'on parle beaucoup de Romain, mais je pense que dans les mois qui viennent, on va aussi parler de Baptiste. Donc Romain Grégoire, alors pourcentage de chance de victoire, ça reste quand même très très ouvert si vous voulez cette histoire-là. Donc je suis plutôt autour de 22,5% si vous voulez de chance de victoire pour Romain Grégoire. Vu que voilà, ça reste quand même ultra méga ouvert. Le deuxième nom qui me vient en tête, alors c'est un coureur qui est pas forcément en forme, mais son équipe, je vous en ai parlé en début de podcast, son équipe est à la lutte pour aller choper l'une des 3 premières places Pro Team pour la saison prochaine. Et pour moi, s'il y a une course où il doit justifier son salaire et entre guillemets, excusez-moi, pardonnez-moi de l'expression, mais se sortir les doigts du fion, c'est le coureur à la fois préféré et le plus détesté de Thibaut. Voilà, je critique jamais les jambes d'un coureur, c'est absolument pas l'histoire, mais c'est un coureur qu'on aime bien, voilà, dans le coup tordu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, sur cette course-là, il y a un parcours qui est complètement taillé pour lui, un profil qui est taillé pour lui. Il doit avoir la motivation. C'est que les coureurs sont pratiquement en vacances.
Là, ce type de course, ça joue à la grinta, à la motivation et au mental. Et pour moi, Sir Alex Aramburu doit absolument aller chercher des points UCI. En plus, on a une belle petite équipe. On a Bentham, un Benjamin Thomas qui est dans l'histoire. Benjamin Thomas, d'ailleurs, en échappée, ça serait pas totalement délirant. On a du Valentin Ferron, moi que je trouve c'est un très très bon coureur. J'aime bien Valentin Ferron. Nolan Mahoudo qui fait sa dernière avec la Cofidis. On a du Dylan Tuns également dans l'histoire. Jonathan Lastra. Donc pour moi, Aramburu, voilà, c'est aussi un candidat à la victoire. Et voilà, je mets un léger edge, un léger avantage à Romain Grégoire, 22,5%, et Aramburu, je le mets à 20% de chance de victoire. Voilà, c'est à peu près l'histoire à réajuster, à voir bien évidemment sur du top 3. C'est un peu plus compliqué, on va dire, de mettre des pourcentages, mais voilà, si j'avais une double chance à prendre, ça serait à Romain Grégoire, donc code value à partir de 22,5% de chance, et Alex Aramburu à partir de 20% de chance. Je pense qu'on peut avoir des codes value avec ces deux coureurs. À mon avis, les bookmakers vont nous sortir Isaac Del Toro en favori, je pense, voire du Morgado. Je pense qu'on aura un UAE en tout cas favori dans l'histoire, même si pour moi le parcours paraît un peu trop facile, un peu trop simple. En plus, à mon avis, je pense que samedi soir du côté des UAE, je soupçonne une fête. Voilà, je soupçonne une fête. Dernière de la saison, victoire de Tadej sur la Lombardie, la dernière de Rafa Majka. Puis bon, en même temps, ils ont bien le droit, ils ont bien raison de temps en temps de s'amuser un petit peu. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres noms qui me plaisent dans l'histoire? Un mec sous les radars qui pourrait correspondre au profil, Frédéric Svern des Uno X, qui est plutôt bon dans ce genre de circonstances. Alors j'ai pas repéré qu'il était dans un pic de forme non plus abyssal, mais voilà, en tout cas sur le profil, il a été sur le Tour de Langkawi, ça a pas été terrible, il a abandonné à la 3e étape. Ouais, il est peut-être de retour de blessure, ouais, ça sera peut-être un petit peu juste, mais en tout cas sur le papier, il cochait les cases. Je suis un peu surpris de la compo de la Bardiani d'ailleurs. Pour moi, Pipo Fiorelli sur ce genre de parcours. Alors, Fiorelli part du côté de la Visma, donc Pipo. J'aurais bien aimé le voir dans la compo de la Bardiani parce que pour moi, c'était plutôt intéressant pour lui. Alors après, il y a le petit Renault qui a fait deuxième de Milan-Rapallo. Alors bien évidemment face à un field bien évidemment beaucoup moins fort, mais ça sera peut-être lui la carte principale des Bardiani. Bon, évidemment, après, voilà, si vous voulez, par exemple, à Tudor, moi, sur ce type d'arrivée, ce type de parcours, je pense beaucoup plus, si vous voulez, pour un Matteo Trentin qu'un Marc Hirschi, par exemple. Voilà, peut-être que les books vont vous faire, si vous voulez, vont vous sortir des cotations avec du Del Toro, avec du Morgado, avec du Marc Hirschi. Peut-être que les books ou du Abrahamsen, peut-être que les books vont privilégier, si vous voulez, ce genre de coureur en se disant, bon, 1500 mètres de dénivelé ramassé sur 80 km, ça peut taper un peu dans les jambes. Pour moi, il n'y a pas assez de pourcentage pour faire des différences. Ça reste des enchaînements de faux plats montants. Avec en plus une première partie de parcours qui sera absolument pas usante, pas on va dire de conditions météo aussi pour créer de gros écarts. Donc pour moi ça sera sprint à 30-40 coureurs. Donc si jamais voilà, moi de mon côté je peux me planter bien évidemment, mais si les books cotent Del Toro et Hirschi en favori, là bien évidemment il y aura des values à prendre. En revanche, si vous voyez Romain Grégoire favori avec une cote à 2,5 devant Alex Aramburu à 3, ça veut dire que les books ont plutôt bien coté l'histoire et là il y aura absolument zéro value à prendre et faudra tout simplement next et attendre la prochaine course. On va terminer cet épisode avec Side Limit, puisque vous le savez, chaque fois qu'on récupère 5 abonnés de plus sur Side Limit avec notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, on fait des tirages reward pour nos filleuls, voilà, ceux qui sont inscrits sur Side Limit en passant par notre code de parrainage. Je rappelle que l'inscription est totalement gratuite et que vous pouvez vous exercer en Ligue 4 de manière totalement gratuite. Et puis en plus, moi dans le tirage au sort, je mets en jeu des cartes, voilà, des rewards qui, elles, ont une valeur, bien évidemment, que derrière vous pourrez utiliser pour disputer des ligues. Donc la dernière fois qu'on avait fait un tirage, on était à 195 abonnés sur Side Limit. Alors on a dépassé, on en a pris pas 5 mais 6. Voilà, vous êtes 196 à vous être inscrits sur Side Limit en passant par notre code de parrainage. Donc dès qu'on atteint à nouveau 200 abonnés, et on va continuer de le faire pendant tout l'hiver, même si les courses s'arrêtent dans 2 semaines sur Side Limit pour cause de trêve hivernale. Chaque fois qu'on aura 5 nouveaux abonnés sur Side Limit, vous pourrez
voilà, il y aura toujours le marché secondaire qui sera actif avec des possibilités de recruter des coureurs, mais voilà, chaque fois, et puis vous pourrez aussi vous inscrire en préparation de l'année 2026. Donc chaque fois qu'on aura 5 nouveaux abonnés sur Side Limit, même une fois que les courses sont arrêtées, on fera des tirages pour vous offrir des rewards. Là, je vais vous offrir la carte de Damien Girard, le coureur de Nice Métropole, Damien Girard qui avait terminé en 2024 à la 10e place du Grand Prix La Marseillaise, qui est un coureur qui prend pas mal d'échappées, donc qui peut être intéressant en électron libre. Et donc j'ai ma petite roue, ma petite appli qui permet de faire des tirages au sort, et donc repart avec la reward, la carte de Damien Girard. C'est 6PO, voilà, CP0, c'est son pseudo sur Side Limit. Il repart avec la carte de Damien Girard de Nice Métropole. Donc pour intégrer les prochains tirages, une fois que vous êtes rentré sur Side Limit, voilà, je vous laisse dans les tirages, mais ad vitam aeternam, c'est-à-dire que participe au tirage, même ceux qui sont inscrits il y a un an et demi, voilà, ça sera encore valable pour les mois, les années qui viennent, bien évidemment, tant que le coup tordu sera là, vous ferez partie des tirages. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit, notre jeu de fantasy. On joue avec ses propres coureurs, on joue avec sa propre équipe. Merci pour ce coup tordu. On se retrouvera probablement courant de la semaine prochaine. Je pense que le prochain podcast, alors je suis vraiment pas sûr pour les 2 dernières courses au Japon et en Italie, et je pense que le prochain podcast, à mon avis, ça sera pour le grand parcours du Tour de France, voilà, pour la révélation du parcours du Tour de France avec, je l'espère, Thibaut et Enzo. En tout cas, on essaiera de vous caler ça très très vite. Allez, merci les amis, à très vite, et n'oubliez pas que le coup tordu est présent sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur X, sur Instagram et sur TikTok. Ciao les potos.